Un couple californien apprécié a été tué lors d'une attaque choquante en plein jour dans leur maison d'1 million de dollars. Le docteur Eric Cordes, radiologue respecté, et sa femme Vicky, instructrice de spinning appréciée, ont été tués dans le garage de leur maison paisible à Simi Valley. La police évoque un assassinat ciblé, possiblement par une connaissance du couple. La traque du tireur les a conduits à plus de 100 km, où ils ont découvert une voiture calcinée à Chino. Nous avons pu déterminer, grâce aux bases de données des forces de l'ordre, que ce véhicule était en fait lié à notre double homicide ici, à Simi Valley. Qui aurait pu faire ça? Les enquêteurs affirment avoir la réponse et la vérité est encore plus dévastatrice que prévu. Nous suivons l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Nous suivons une affaire choquante et tragique dans le sud de la Californie qui a bouleversé une communauté paisible. Les enquêteurs poursuivent une énigme qui s'étend sur 2 comtés. Tout cela a commencé le dimanche 1er décembre, vers midi, dans un quartier paisible de Simi Valley, dans une impasse appelée Oaksville Place. Un mari et une femme se trouvaient dans le garage de leur maison d'une valeur de 1,3 million de dollars lorsque, selon la police, ils ont été pris en embuscade. Un voisin a vu quelque chose d'anormal en rentrant chez lui et a appelé le 911. Les premiers intervenants sont arrivés pour découvrir une scène horrible. Le couple, tous deux dans la soixantaine, avait été touché par balle à plusieurs reprises. Emmenés d'urgence à l'hôpital local, leurs blessures étaient trop graves. Lors d'une conférence de presse le 1er décembre, le sergent Rick Morton de la police de Simi Valley a donné une mise à jour dévastatrice. Un homme et une femme au sol dans le garage. Ils ont ensuite été transportés dans un hôpital local et, malheureusement, ont succombé plus tard à leurs blessures. Dans ces premières heures, cette affaire était un mystère total. Un double homicide sans suspect, nommé et sans mobile clair. Mais au fil de l'enquête, le lendemain, une image plus claire et plus tragique est apparue. Les victimes sont identifiées comme le docteur Eric Cord, 63 ans radiologue respecté, selon un communiqué d'Adventist Health Simi Valley. Il avait servi cette communauté près de 30 ans. Vicky Schiller, son épouse de 66 ans, était une instructrice de spinning appréciée et, selon des amis, venait de devenir grand-mère. Des amis et voisins les voyaient comme les plus gentils, le cœur du quartier, mais ils étaient repartis. La chasse aux tireurs a aussitôt commencé. Des témoins ont vu une vieille Honda Civic noire fuir les lieux rapidement. La recherche de cette voiture a mené les enquêteurs sur une piste longue de 70 miles. Quelques heures plus tard, vers 2h30 ou 3h de l'après-midi, la police de la ville de Chino, en Californie, a répondu à des signalements d'une voiture en feu dans un parc. Un véhicule était complètement englouti par les flammes. Après l'extinction de l'incendie, une découverte macabre a été faite à l'intérieur, comme l'a décrit le sergent Morton. La Honda noire, un ancien modèle de Honda Civic, aurait été aperçue dans la ville de Chino. Nous avons envoyé des enquêteurs à cet endroit. Le véhicule était complètement en feu et la personne retrouvée près du véhicule était également brûlée. Les détectives de Simi Valley, suivant la Honda disparue, ont vérifié les données du véhicule brûlé et ils ont obtenu une correspondance cruciale. Grâce aux bases de données des forces de l'ordre, ce véhicule était en fait lié à notre double homicide ici à Simi Valley. La voiture brûlée à Chino était la même que celle vue en train de fuir la scène du meurtre. Une arme de poing a aussi été retrouvée près de la scène à Chino, ce qui a compliqué l'enquête. L'état de la scène a rendu l'identification de la personne très difficile. Selon le sergent Morton, c'est pourquoi aucun suspect n'a été nommé. Nous ne pouvons confirmer l'identité de ce suspect à cause de l'état de la personne retrouvée à Chino. Nous avons entendu les spéculations selon lesquelles il s'agirait du beau-fils. Nous avons entendu des spéculations, sans diffuser d'informations sur l'identité de la personne. Nous ne voulons pas identifier quelqu'un à tort. Nous attendons la confirmation du médecin légiste pour identifier la personne dans ce véhicule. Au moment de cette conférence de presse, les enquêteurs attendaient toujours l'identification officielle du médecin légiste du comté de San Bernardino. Cependant, dès le début, la police avait été claire sur un fait crucial dans cette affaire. Il ne s'agissait pas d'un acte de violence aléatoire. A-t-on des indices que le suspect connaissait les victimes? Oui, nous pensons que les victimes étaient ciblées. Nous ne pensons pas qu'il s'agissait de victimes choisies au hasard. Et ce fait mène directement à la question centrale et obsédante de cette affaire. Si le docteur Cordis et Vicky Schiller étaient ciblés, qui voudrait leur mort? Des voisins sur les lieux ont déclaré aux journalistes qu'ils avaient vu un homme dans la maison qu'ils pensaient être le beau-fils du couple. Au début, la police n'a pas confirmé publiquement cette identité,
Mais les spéculations grandissaient. Après les meurtres, une amie de Vicky Schiller a publié une photo d'elle en hommage. Mais ensuite, dans les commentaires sous cette publication, plusieurs amis et habitants ont commencé à accuser directement. Les commentaires incluaient des déclarations telles que c'est le fils séparé d'Eric qui les a tués, et ils pensent que c'est le beau-fils maintenant. À ce moment-là, rien de tout cela n'avait été confirmé, mais cela a changé. Les enquêteurs fournissent enfin la réponse à cette question, une question qui a captivé cette communauté. Dans une mise à jour du 2 décembre, la police de Simi Valley a confirmé que le tireur était un membre de la famille du couple. Keith Cord, 37 ans, fils du docteur Eric Cortis, originaire du Kentucky, aurait traversé le pays jusqu'en Californie, où il a tiré sur son père et sa belle-mère dans leur garage, puis a fui à bord d'une Honda Civic noire, selon la police. Il est mort d'une blessure auto-infligée après avoir incendié la voiture dans ce parc à Chino. Le médecin légiste de San Bernardino a confirmé son identité. Les enquêteurs disent donc qu'ils pensent que l'arme à feu retrouvée sur les lieux est la même que celle utilisée pour les meurtres d'Eric et Vicky. Des analyses médico-légales sont en cours, mais les détectives affirment que toutes les preuves désignent désormais cet homme comme seul suspect. Pour beaucoup à Simi Valley, cette confirmation est douloureuse, mais elle clôt un mystère né de rumeurs, de spéculations et de la crainte d'un tueur en liberté. À présent, la police affirme qu'il n'y a plus de menace pour la communauté. Pour saisir la perte de cette communauté, il faut évoquer qui étaient le docteur Eric Cord et Vicky Schiller. Ils n'étaient pas que des victimes, mais aussi des piliers. Eric Cord, plus qu'un médecin, était la pierre angulaire des soins locaux. Pendant près de 30 ans, il a été radiologue certifié chez Adventist Health à Simi Valley. Sa disparition a choqué l'hôpital. L'administration a publié une déclaration émouvante. La communauté d'Adventist Health Simi Valley est bouleversée par les décès tragiques du docteur Eric Cord et de son épouse Vicky. Le docteur Cord, radiologue certifié respecté et médecin apprécié, a servi cette communauté avec compassion et excellence pendant près de 30 ans. Nos pensées accompagnent sa famille, ses amis et tous ceux qui ont eu le privilège de travailler à ses côtés alors que nous pleurons cette perte choquante. Il a aussi collaboré avec Focus Imagerie Médicale, qui a déclaré, je cite, « Le docteur Eric Cordas était un médecin brillant, travailleur et un collègue respecté. Il nous manquera assurément. » Et puis il y avait Vicky. Vicky Schiller était le visage dynamique et accueillant du fitness pour beaucoup dans sa communauté. Instructrice de spinning appréciée, elle était reconnue pour son énergie et son encadrement. Un ami proche a publié un hommage en ligne qui a parfaitement capté son esprit, disant « Nous sommes sous le choc, abasourdis par son départ. Plus tôt cette année, nous étions à Simi et avons repris mon ancien cours de spinning du jeudi matin. Nous avons pris cette photo et elle m'a laissé donner le cours. Vicky et son mari Eric ont été tués sans raison dans leur allée hier. Nos cœurs sont brisés. Elle était récemment devenue grand-mère. Les amis parents d'un couple très amoureux et engagés dans la vie. Ils étaient les visages amicaux de ce cul-de-sac où ils ont été retrouvés morts, le professionnel respecté et l'entraîneur inspirant. Leur absence soudaine et violente a laissé un vide que les mots, qu'ils viennent des institutions ou des amis, peinent à combler. Pour en parler davantage sur cette enquête, nous recevons maintenant l'enquêteur en homicide, Chris McDonough. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous sur Law and Crime. Il a semblé assez rapidement que les enquêteurs dans cette affaire ont déclaré qu'il s'agissait d'une attaque ciblée. Comment savez-vous généralement qu'il s'agit d'une attaque ciblée plutôt que d'un acte aléatoire? C'est une excellente question, Chris. Parce que généralement, quand vous avez un mari et une femme dans leur garage qui ont été tués de cette manière, vous savez, votre première impression en allant sur ce genre de crime, c'est que c'est domestique, vous voyez, et que l'un ou l'autre, vous savez, s'est entretué, non? Donc, vous comptez vraiment sur les agents de patrouille quand vous arrivez sur les lieux et vous faites ce qu'on appelle un briefing où tout le monde se réunit. On discute des informations et des types de témoins qu'ils ont déjà pu recueillir. Je suppose que c'est ce qui s'est passé ici. Comme ils ont eu des voisins et d'autres personnes qui sont venus dire « Hey, nous avons vu un certain type de tireur ». Donc, quand vous recevez un appel comme celui-ci, vous savez, n'importe quel crime dans une communauté est une affaire sérieuse. Mais il ne semble pas que dans ce quartier en cul-de-sac, un double homicide soit quelque chose qui arrive régulièrement. Quelles sont certaines des choses qui vous passent par la tête? Vous recevez cet appel, cela s'est produit. Certaines des premières choses que vous recherchez, vous savez, dans ce cas, en arrivant dans un garage où il y a ce mari et cette femme qui étaient morts.
Eh bien, l'une des premières choses que vous voulez faire, c'est commencer à réfléchir à qui pourrait faire partie du cercle d'influence en lien avec cette famille, en particulier le mari et la femme. Et à partir de là, vous voulez commencer à réfléchir à ce que nous appelons le mode de vie et à ce que vous savez qui étaient leurs influences, qui les entourait. Vous faites cela avec ce que vous appelez un continuum de risque pour la victime. Imaginez un L avec environnement, situation, circonstances d'un côté et en bas, risque faible, moyen, élevé. Et si tout dans l'environnement, la situation, la circonstance vous indique qu'il s'agit d'un faible niveau sur ce continuum de risque pour la victime, alors il y a une plus grande probabilité qu'il s'agisse d'une attaque ciblée. Et dans ce cas particulier, c'est, vous savez, l'une des choses standards par lesquelles vous auriez commencé. Et selon la police, sur le docteur Eric Cord, c'est son fils, qui est maintenant décédé, qui était considéré comme le suspect dans cette affaire. Et il ne semble pas que nous connaissions vraiment le mobile. Il y avait une rumeur selon laquelle ils avaient une relation distante. Ils vivaient dans le Kentucky, mais je repense toujours à mon arrivée sur cette scène. Et même s'il y a des signes qui pourraient l'indiquer, on pense qu'il s'agissait probablement d'une attaque ciblée. Je veux dire, combien de temps avez-vous pour prendre cette décision? Parce qu'en même temps, vous savez, il y a toujours, même si c'est peu probable, une possibilité que ce soit une attaque aléatoire. Et alors, le public pourrait vraiment s'inquiéter de quelqu'un qui serait en liberté. Oui, eh bien, c'est aussi une excellente question. Donc, généralement, vous avez dans les 3 premières heures, vous savez, pour prendre cette décision, n'est-ce pas? Et heureusement, dans ce cas particulier, enfin, malheureusement, dans ce cas particulier, dans les 3 heures, une autre agence vous appelle et vous dit « Hey, on a peut-être quelqu'un ou un véhicule qui est lié à ça. » Alors, vous commencez à examiner le mode de vie de cette personne et vous commencez d'abord par regarder les finances. En particulier, s'il s'agit de l'enfant des 2 personnes qui ont été tuées. Il retrouve finalement le véhicule à Chino, en Californie, à environ 70 miles au nord de la scène, apparemment dans un parc. C'est morbide, mais il semble que le suspect se soit suicidé en incendiant la voiture. Donc vous savez, la partie morbide de tout ça, ce n'est probablement pas un corps qui serait facile à identifier visuellement, et il faut donc compter sur l'acide désoxyribonucléique pour pouvoir le faire. Comment faites-vous pour déterminer qui est cette personne? Et aussi pour le faire assez rapidement, pour s'assurer qu'il s'agit bien de la personne que vous pensez être responsable de ce qui s'est passé. Oui, donc il y a 2 choses. Premièrement, si vous avez des dossiers dentaires, vous pouvez le faire presque immédiatement avec un odontologiste médico-légal. Et ensuite, bien sûr, comme vous venez de le mentionner, si vous obtenez un prélèvement sanguin, vous pouvez alors commencer à l'analyser. Vous savez, commencer à le passer à travers l'acide désoxyribonucléique. Et il existe un test acide désoxyribonucléique rapide appelé ANDI, A-N-D-I. Et ce que fait cette machine, c'est qu'en 4 heures, et généralement le bureau du médecin légiste possède ces machines, et cela peut en quelque sorte vous donner une base pour savoir s'il y a ou non un lien avec la scène de l'homicide. Vous savez, il y avait des rumeurs selon lesquelles la relation entre le docteur Cordis et son fils Keith était une relation distante. Et il a été révélé qu'il aurait conduit son fils depuis le Kentucky, ou qu'il aurait voyagé d'une manière ou d'une autre depuis le Kentucky pour se rendre dans le sud de la Californie afin de commettre ces meurtres. Qu'est-ce qui vous frappe à ce sujet? Je veux dire, parce que cela semble vraiment incroyable de faire tout ce chemin pour accomplir cela. Eh bien, la première chose qui me saute aux yeux, c'est l'intention. Pour rebondir sur ce que tu dis, voyager à travers le pays, près de 3000 miles jusqu'au sud de la Californie. Et puis arriver un dimanche après-midi, vers midi, tu sais, au garage de ton père. Ça montre que cette personne est vraiment, vraiment déterminée à commettre ce crime en particulier. Et donc, encore une fois, à ce moment-là, tu veux commencer à te demander quelle était cette motivation, qu'est-ce qui l'a vraiment poussé à ce point-là. Et ça, bien sûr, ça impliquerait des conversations et des entretiens avec les personnes autour de lui. Ensuite, il y a aussi ce qu'il a fait après. Vous savez, ce n'était pas quelqu'un qui essayait de fuir au Mexique avec de l'argent ou des objets de famille qu'il aurait pu prendre dans la maison. C'est quelqu'un qui finit par aller dans un parc d'une manière très horrible et qui finit par se donner la mort selon la police. Qu'est-ce que cela vous dit sur l'état d'esprit de cette personne?
Nous ignorons le mobile, mais cela pourrait influencer la reconstitution de l'histoire. Oui, je veux dire, ça nous fait vraiment réfléchir, n'est-ce pas? Si. Une fois que vous avez commis ce crime, vous savez, beaucoup de ces délinquants ne réalisent pas que après avoir commis ce genre de crime, dans leur esprit, ils ont planifié, vous savez, ils ont tout préparé, ils sont arrivés à destination, ils ont commis le crime, mais ils n'ont pas réalisé qu'il y a un problème secondaire ici. Vous savez, et c'est oh mon Dieu, je viens de tuer 2 personnes. Et donc la culpabilité commence à s'installer et parfois l'aspect émotionnel de ce qui vient de se passer est accablant pour eux. Et il semble que dans ce cas, cela pourrait être, vous savez, la situation. Sachant cela, je veux dire, malheureusement, Dr Cordis, sa femme Vicky, ils sont décédés et puis le suspect est également mort. Nous ne connaissons toujours pas le mobile à ce stade. Et je suis sûr que vous, peut-être, les membres de la famille connaissent le mobile. Peut-être qu'il y avait un problème très public entre eux. Mais ce n'est plus une question de savoir qui l'a fait, et il n'y a plus de chasse à l'homme, de quelque manière que ce soit. Quel type de travail est généralement effectué maintenant, après coup, pour essayer d'apporter des réponses à la famille, mais aussi en sachant que la menace pour le public n'existe plus? Eh bien, la première chose à faire est d'informer le public que vous savez, et vous voulez rapidement aller sur le terrain avec votre officier d'information publique, et informer le public que, eh bien, il s'agit d'une situation maîtrisée. Et puis, bien sûr, vous voulez approfondir avec probablement l'ex-femme et le jeune homme s'il s'est suicidé avec sa mère, si elle est disponible, ou les frères et sœurs, et essayer de comprendre ce qui se passait, ce qui pourrait nous donner un aperçu de ce qui a pu le pousser à ce point. L'autre aspect de cela est beaucoup de ces histoires liées aux homicides, dont j'aime parler avec les personnes qui travaillent dans les forces de l'ordre. Parce que souvent, dans le monde du true crime, on se concentre un peu sur les tenants et aboutissants, sur la façon dont on découvre comment une affaire progresse. Mais il y a aussi un enquêteur qui va devoir appeler les membres de la famille. Vous savez, je sais que Vicky Schiller, d'après une amie, venait tout juste de devenir grand-mère, donc personne ne s'attendait à ce que cela arrive. Et c'est à vous de devoir annoncer cette nouvelle et aussi de répondre à des questions difficiles. Comment procédez-vous, avec la famille, pour passer cet appel et expliquer ce qui s'est passé? Vous savez que c'est l'une des choses les plus difficiles que vous aurez jamais à faire en travaillant à l'homicide. Et je l'ai fait de très nombreuses fois, en général, et dans cette situation particulière. Vous savez, les gens doivent être informés. Il y a 2 bureaux de médecins légistes impliqués, un à San Bernardino et un dans le comté de Ventura. Donc, il va y avoir des enquêteurs du coroner qui vont contacter, vous savez, les membres de la famille survivants. Donc, ils vont recevoir l'information 2 fois, n'est-ce pas? Je veux dire, un pour le fils et un pour le père et sa femme. Donc, en général, ce que vous feriez, c'est que vous iriez avec l'enquêteur du coroner s'il est disponible. Et il suffit de sonner à la porte. Et j'ai constaté, d'après mon expérience, qu'il faut le faire aussi doucement et, vous savez, aussi dignement que possible. Mais il faut leur dire directement, je suis désolé de vous informer que votre, vous savez, membre de la famille est décédé. Après vous être présenté et avoir vérifié qu'ils sont bien les proches parents. Et vous regardez aussi ce que nous savons à ce stade. Dr Cordis, un radiologue très respecté. Sa femme était instructrice de spinning très appréciée. Beaucoup de gens pleurent également sa perte. Et il semble, d'après le récit fourni par les forces de l'ordre, que le fils ait voyagé du Kentucky jusqu'au sud de la Californie, qu'il ait ôté la vie à son père et à sa belle-mère. Je ne suis pas sûr de la nature de sa relation avec Vicky, mais légalement sa belle-mère, puis qu'il se soit ensuite donné la mort. Il semble qu'il y ait un début, un milieu et une fin à ce qui s'est passé. Mais en même temps, comment pouvez-vous être certain qu'il a agi seul et qu'il n'a pas eu d'aide extérieure? Eux ou une autre personne qui aurait pu être impliquée dans ce qui s'est passé? Eh bien, j'espère qu'ils ont trouvé une arme ou quelque chose de ce genre à l'intérieur du véhicule calciné. Et si c'est le cas, alors à partir de là, ils pourront faire une analyse balistique et essayer de relier cette arme à d'éventuelles douilles ou tout autre élément laissé sur les lieux. Et si c'est, vous savez, une réponse définitive, alors vous savez, vous avez au moins un tireur. Et puis, la deuxième partie de votre question serait de commencer à examiner une trace numérique quelconque et de voir s'il y a une corrélation avec des connexions extérieures. Appuyant pour vous, vous savez, étant un fils qui vit dans le Kentucky, de l'autre côté du pays,
quel type de ressources obtient-on si l'on fait partie d'un service local, vous savez? Parler à ses connaissances du Kentucky, ou à ceux qui savaient où il avait acheté l'arme. Si c'est une arme achetée légalement, quel type d'enquêtes sont menées de ce côté-là pour en apprendre un peu plus, dans ce cas, sur Keith Cordas, que la police désigne comme responsable? Eh bien, il y a deux voies possibles. Vous pouvez faire intervenir vos ressources fédérales. Et comme il y a une arme impliquée, et parce qu'il a traversé le pays, le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives peut remonter la trace de cette arme pour vous jusqu'à l'endroit et au moment où elle a été achetée. Et puis, s'il y a des entretiens à mener, vous avez les agences locales, là où ils vivaient, ou bien le FBI. Ils peuvent y consacrer des ressources pour vous. Juste un tel. C'est tout simplement incroyablement triste, vous savez. Vous pensez à, je veux dire, n'importe quel homicide, comme vous le savez. C'est incroyablement triste et tragique. Mais voir deux personnes dont on parle si bien dans cette communauté, une sorte de violence familiale menant à leur mort, c'est vraiment une affaire très très triste. Chris McDonough, enquêteur sur les homicides. Merci de venir sur Law and Crime et de nous aider à comprendre ces enquêtes. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. C'est tout pour l'affaire par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et Spotify. Je suis Chris Stewart. Nous vous retrouverons la prochaine fois.